Ok, bonjour à tous. Merci à vous. J'espère que tout le monde a pu déjeuner. C'est une heure très propice aux réflexions. Et comme dirait Janine qui travaille avec nous, Janine est linguiste et elle travaille dans un monde de la santé. Et elle a dit ce qui compte, ce n'est pas les paroles, c'est la musique. Donc aujourd'hui, la musique du jour, c'est les maladies chroniques, la santé intégrative, avec des vues partagées, avec des vues convergentes, vous verrez, mais racontées différemment. Donc on est très content de vous accueillir. Depuis ce matin, on a eu des interventions de très haute qualité et leur qualité était due au fait qu'elles étaient complémentaires et qu'à plusieurs, on a réussi à sortir une espèce de vérité commune qui, à mon avis, va améliorer le système. Alors sur notre session aujourd'hui, en postprandial, on a comme mission de redessiner l'histoire des maladies chroniques, une autre vision de la santé intégrative. Et donc, on va accueillir des intervenants prestigieux et non moins sympathiques, mais pour que chacun s'exprime, puisqu'on est en démocratie sanitaire, chacun va se présenter, puis ensuite, on commence notre session. Alors, on commence par madame ici présente. Bonjour, je m'appelle Véronique Suissa, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et je dirige une association qui s'appelle l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, mais on en reparlera. Bonjour, je m'appelle Julien Lizard, je suis le chef du service de la douleur des soins palliatifs et des soins de support au CHU de Nantes et je préside un collège universitaire qui s'appelle le CUMIC, Collège universitaire de médecine intégrative et thérapie complémentaire, qui a pour mission de valoriser les parcours universitaires et de recherche sur cette thématique de la médecine intégrative. Et bonjour, je m'appelle Antoine Bieuil, je suis professeur de psychologie clinique et de psychopathologie sur l'université de Paris 8, dans un laboratoire qui notamment étudie les pratiques dont il va être question. Et mon activité clinique est au CHU de Bordeaux, dans l'Institut des médecines intégratives et complémentaires, où on reçoit des patients avec des pathologies extrêmement diverses et on essaye de pouvoir les accompagner, principalement avec l'hypnothérapie et la méditation, l'olfactothérapie également et d'autres pratiques. Merci. Alors vous voyez hein, la richesse des intervenants. Alors je vais vous dire la vérité. Personnellement, je n'ai rien préparé, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas ce qui compte. Mais d'abord, pour qu'on s'embarque tous en même temps dans les maladies chroniques, il faut qu'on séduise d'abord les cerveaux gauches. Qui est-ce qui a un cerveau gauche très mathématique ici? Personne, ça tombe très bien. Donc les maladies chroniques, c'est un vrai sujet, c'est 20 millions de Français. C'est 20 millions de Français qui ont des maladies, alors, dont ils ne savent pas si un jour ils s'en débarrasseront, hein, c'est la définition. Donc on parle de diabète, on parle depuis peu d'endométriose, qu'on ne connaissait pas avant, on parle d'insuffisance respiratoire, c'est 1 million de gens, on parle d'insuffisance rénale chronique, on parle de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque, on parle de ces 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer et de leurs aidants qui vivent avec, que ça rend malade. On parle de toutes ces affections comme la dépression qui, de près ou de loin, touche à 8 à 9 millions de Français. Et on a souvent plusieurs maladies chroniques. Alors, c'est un vrai problème dans le monde professionnel, mais c'est un problème pour toute la France. L'impact économique de ces maladies chroniques, c'est 60% des dépenses de santé, de l'assurance maladie. On va dire, allez, on arrondit, c'est 100 milliards d'euros par an. Donc on a un vrai sujet de société. La question, c'est de savoir comment on va le gérer, ce sujet de société. Alors je vais faire mon mea culpa. Je suis médecin en santé. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un médecin coupe la parole à un patient, en moyenne, on l'a dit ce matin, qui le sait, au bout de 23 secondes. C'est le vrai sujet. Alors qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme nos consultations sont contraintes, hein, on ne va pas jeter la pierre à tous les médecins, même s'il y en a qui méritent bien qu'on les jette avec la pierre. Aujourd'hui, on prescrit dans 93% des cas en médecine des médicaments. 93% des cas, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? On va regarder nos voisins. C'est 3 fois plus qu'en Italie. Les Pays-Bas, c'est 40% des cas. Et si vous regardez, ils ne meurent pas plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, on jette 1 boîte sur 2 à la poubelle de médicaments. Donc, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Ça veut dire que la médecine prescriptive telle qu'on la pratique n'est pas forcément la solution. Alors, quel rapport avec nos maladies chroniques? Vous savez combien il y a de consultations médicales par an en France? 400 millions.
donc 400 millions de consultations médicales, et on sait que 50% d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Un des travaux qu'on va avoir à mener ensemble, et c'est une partie de la discussion, il va y avoir plusieurs étapes, c'est comment on fait pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, qui va intégrer d'autres dimensions, et notamment des interventions, et Julien et Antoine nous en parleront, ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses, qui sont en train de se fédérer avec des agences, un collège universitaire, des professions médicales, des professions non médicales qui sont organisées également sur le plan universitaire. Comment on va faire pour intégrer d'autres acteurs qui n'ont pas encore leur organisation académique, leur ordre, et qui ne sont pas intégrés au parcours d'accompagnement. Je finirai avec cette introduction un peu longue en disant que finalement, si on réfléchit tous ensemble, notre système d'aujourd'hui, il est centré sur la maladie. On traite de la maladie, on ne traite pas forcément des patients. Et donc, on appelle ça un système de santé, mais on a une assurance maladie, pas une assurance santé. Qu'est-ce qui se passe? On vient, on prescrit, on traite des maladies, les patients, ils se sentent isolés, ils se sentent esseulés, alors qu'on sait que la santé en France, c'est 260 milliards d'euros, c'est 11% du produit intérieur brut. Mais malgré tout, est-ce que quelqu'un ici est content du système de santé? Oui, parce qu'il est solidaire, mais on sait qu'il n'est pas suffisant. Voilà. Laurent, bienvenue. Donc, qualité. On va voir. C'est pour qu'après vous enregistrez pour que vous y alliez après. Ouais. On peut s'arrêter 2 secondes. Donc on va... Voilà. Alors, on va partir de cette définition ensemble de la santé et on va faire un tour de piste. On a tous considéré aujourd'hui que la santé, et on le dit depuis ce matin, tout le monde y a sa place. La santé, ce n'est pas une affaire de médecin ou de docteur en médecine, ce n'est pas vrai. La médecine n'a pas à préempter la santé, elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. La santé n'est pas l'absence de maladie. La santé, ça va être toutes ces composantes dont on va parler, la santé psychologique, la santé sociale, la santé numérique, la santé environnementale, la santé sexuelle. Et donc c'est cette vision de la santé qui va intégrer toutes ces dimensions qu'on appelle intégrative, qui va intégrer tous ces acteurs dans ce mouvement d'intégration. Donc une santé qui dépasse la médecine, qu'on veut promouvoir. Alors on va commencer par Véronique Suissat. Véronique, donc vous avez avec l'Agence des médecines complémentaires et alternatives eu à faire depuis votre création un énorme travail pour colliger, pour savoir si tout était bon, vers où on se dirige avec ces médecines complémentaires alternatives. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Merci Alain. Peut-être en 2 mots, parler de ce que sont les médecines complémentaires et alternatives. Non Alain, je ne me lèverai pas. J'aime bien dire que les médecines complémentaires alternatives, ce sont un fourre-tout. On ne sait pas trop ce qu'on y met. On y met de l'art-thérapie, on y met de l'ostéopathie, on y met de la chiropraxie, on y met de l'ostéopathie, etc. Et puis parmi ce fourre-tout, il y a des pratiques qui sont dites validées par la science, il y a des pratiques qui sont réglementées, il y a des pratiques qui détiennent des normes de formation. Et là où ça devient très très compliqué, c'est que on retrouve des pratiques qui ont des normes de formation mais qui ne sont pas validées par la science. On retrouve des pratiques qui sont validées par la science mais qui ne sont pas réglementées. Et du coup, face à ce constat, on est face à une forme de nébuleuse où finalement on a du mal à se repérer avec l'idée de se dire vers où je vais, vers quoi je vais et pourquoi j'y vais. Sauf qu'on est face à une demande sociétale qui est massive, puisque aujourd'hui, près d'1 Français sur 2 utilise ces pratiques, des pratiques qui sont utilisées de façon croissante, notamment dans le cadre des pathologies chroniques, avec de véritables enjeux à la fois de société et un enjeu évidemment également sanitaire et social. Et je passe la parole à mes collègues. Alors comment, Julien, sur le plan des enseignements, et au niveau des médecins, et au niveau des professions non médicales, on va arriver à rendre cohérent cette émergence des pratiques en gardant un vrai niveau scientifique et en faisant en sorte que la solidarité puisse accompagner tout ça? Alors, je me retrouve évidemment complètement dans la présentation qu'a faite Alain Toledano, puisque si on prend l'exemple de la douleur chronique,
Vous voyez, la douleur, il y a quelques années, c'était enseigné comme un symptôme. Or, il y a 20 millions de personnes en France qui ont des douleurs chroniques, une douleur maladie, hein, parmi lesquelles il y a 6 ou 7 millions qui ont des douleurs sévères. Donc, vous voyez, que ce soit moi ou les collègues de mon âge, on a eu un enseignement très centré sur les symptômes, hein, et les maladies, et pas tellement sur le patient, comme l'a dit Alain Toledano il y a quelques instants. Et l'idée, hein, c'est d'arriver à introduire, ça a été le cas pour la douleur au début des années 2000. Vous voyez, moi, lorsque j'ai fait mes études de médecine, il n'y avait pas d'enseignement de ce que c'était que la prise en charge du patient douloureux chronique. On nous expliquait ce que c'était que la douleur en général. Et on ne nous expliquait pas comment prendre en charge un patient qui a des douleurs chroniques, comme un lombalgique ou quelqu'un qui a mal à la tête de façon très prolongée. Et donc, le fait d'introduire dans les études de médecine ces enseignements qui sont par nature un peu transversaux, puisque vous voyez bien, on peut avoir mal alors qu'on a une affection cardiologique, pneumologique et tout ce qu'on veut. C'était déjà une étape importante qui a maintenant une vingtaine d'années. Pour le sujet qui nous concerne, la médecine intégrative et les interventions non médicamenteuses, les thérapies complémentaires, ça a été introduit dans les facultés de médecine cette année. Vous voyez, en septembre 2021, pour la première fois, il y a un item qui s'appelle « Utilité et risque des interventions non médicamenteuses et des thérapies complémentaires », qui fait l'objet donc d'un enseignement obligatoire, d'examen, et qui fait partie des sujets qui peuvent tomber à l'internat. Et donc, il fait partie du socle de ce que tous les étudiants en médecine de France doivent connaître à l'issue de leur second cycle, c'est-à-dire après leur 6e année. Mais Alain a eu la gentillesse de citer ce collège universitaire des médecines intégratives et thérapies complémentaires, que je préside, mais dont Antoine, par exemple, est un des membres. Dans ce type de collège, il n'y a pas que des médecins, il y a des psychologues universitaires, il y a pharmaciens, il y a prochainement des infirmières avec un parcours universitaire. Et l'enjeu, c'est d'arriver à diffuser cette culture de l'enseignement à la fois transversale et sur cette thématique-là de la place du patient, de l'éducation thérapeutique du patient, de l'importance de toutes ces thérapeutiques qui ne sont pas médicamenteuses. Donc ça, c'est le grand cadre de ce qu'on appelle la formation initiale, comment former les professionnels de santé, les psychologues. Et pour les former, il faut déjà aborder de façon spécifique ces sujets-là. Et puis évidemment, il y a le grand champ de la formation qu'on appelle continue, hein, tout au long de la vie, hein, c'est le mot à la mode, avec, comme l'a souligné Véronique Suissa, qu'est-ce qu'on peut faire comme formation continue de bonne qualité. Et dans ce cadre-là, il y a la formation universitaire avec des diplômes qui sont reconnus les uns par les facultés qui les délivrent, les autres à un niveau supérieur par l'État. Et puis, il y a toute la formation dont a parlé Véronique qui est hors de l'université. Ce n'est pas parce qu'on est hors de l'université qu'on n'est pas bon ou qu'on doit être médiocre. Et donc, il faut essayer de rationaliser cet enseignement dans l'intérêt de tous. Je vais m'arrêter là parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée, c'est d'arriver à promouvoir des formations de bonne qualité qui incluent, puisqu'il s'agit de prendre en charge des patients, une formation à minima sur ce que c'est que la prise en soin, que l'accompagnement, puisque ce n'est pas le tout de délivrer une thérapeutique, encore faut-il savoir accompagner un patient. C'est toujours les mêmes enjeux. Alors, Antoine, on a effectivement en France toujours eu la possibilité de prescrire l'arga manu des antidépresseurs, même pendant 20 ans, c'est remboursé, mais pas forcément une séance de psychologue. Alors là, aujourd'hui, on voit l'émergence de cette thématique du remboursement en psychologie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire et le positionnement de la psychologie en clinique et comment la psychologie avance et en général les sciences humaines et sociales? Alors oui, je peux effectivement en dire quelques mots. D'abord, comme effectivement Julien le rappelait, on est dans une pratique, on a des changements également de pratiques qui sont importants, puisque parler des pratiques complémentaires, c'est effectivement parler d'accompagnement, que l'accompagnement, ça a un coût économique, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure aussi, et se pose la question dans les parcours patients des personnes qui ne sont pas forcément prescriptrices, mais qui vont accompagner la façon dont le patient va vivre son corps autrement, va également avoir des émotions qui vont apparaître, qui ne sont pas forcément des émotions que l'on va mettre sous le coup de la pathologie elle-même. Je donne un exemple, puisque tu citais la douleur chronique. On a actuellement, quand on fait un peu d'épidémiologie, aux environs de 70% des patients qui sont, donc douloureux chroniques, qui sont également considérés comme étant dépressifs.
Or, en clinique, on voit aussi que lorsque l'on arrive à prendre en charge correctement ces patients, et notamment du point de vue antalgique, les symptômes dépressifs, la gestion de l'émotion, la façon dont le patient arrive à réinvestir son corps autrement, eh bien, diminue d'elle-même. C'est-à-dire, ce n'est pas la dépression au sens psychiatrique du terme, c'est en fait une émotion, une difficulté affective en lien avec la situation. C'est ça l'accompagnement dont on parle, c'est de ne pas partir directement sur la pathologie, mais effectivement mettre l'humain au centre des choses. Et on a une chance folle, nous, psychologues, c'est que précisément, nous ne prescrivons pas. Nous sommes débarrassés des consultations où le patient, authentiquement, va venir voir le médecin en disant « je ne vais pas bien, j'ai une humeur triste, je suis en train de pleurer, donnez-moi quelque chose ». On a cette chance, en tant que psychologue, de ne pas être prescripteur et effectivement de pouvoir du coup travailler avec le patient sur autrement et notamment sur la façon dont la maladie est présente dans la vie et comment effectivement donner une place et surtout un sens à ce parcours de façon à pouvoir l'aider. Mais évidemment, se pose la question des remboursements, c'est-à-dire comment effectivement, puis il s'agit d'un coût, faire en sorte que la majorité des patients puissent avoir accès à ce suivi-là, qui n'est pas un suivi exhaustif. Il peut y avoir également, bien sûr, d'autres professions qui peuvent accompagner ces patients, mais notamment les psychologues. Nous avons notre porte qui s'ouvre assez facilement et les patients nous ont identifiés comme précisément pouvant travailler ces dimensions-là. Donc il est vrai qu'il y a eu cette avancée autour des premiers remboursements des psychologues actuellement, dans un climat qui, malgré tout, est un climat un peu conflictuel, parce que, en fait, le temps, tu parlais de temps tout à l'heure, Alain, pour les consultations, le temps que l'on nous donne et qui est remboursé est un temps qui est insuffisant pour faire le travail psychothérapeutique. C'est-à-dire qu'actuellement, le montant qui est proposé aux psychologues en tant que temps de remboursement est pour 30 minutes de consultation. Or, en 30 minutes de consultation, nous ne savons pas faire. C'est-à-dire que prendre du temps avec quelqu'un de façon à pouvoir travailler sa situation, ses émotions, son rapport à la maladie, travailler la question du sens dont je disais tout à l'heure, c'est-à-dire réinventer son identité, arriver à ne pas se sentir stigmatisé, ça prend du temps et c'est aussi un respect que l'on doit à l'autre que de prendre du temps sur ces questions-là. Et donc effectivement, il y a actuellement une situation qui à la fois est une vraie ouverture, comme tu le soulignais, c'est-à-dire le remboursement et donc un meilleur accès aux consultations des psychologues, et en même temps le niveau de remboursement ne permet pas actuellement une forme de travail pertinent et donc on est en dialogue avec les pouvoirs publics de façon à pouvoir améliorer cette situation-là. Alors, moi, je vais plutôt poser une question et à Alain, parce que Alain a créé un institut absolument remarquable. Et on parle de santé intégrative et on ne peut pas parler de santé intégrative sans parler de l'Institut Raphael. Et le fond c'est plutôt un questionnement. Finalement, ma question, Alain, c'est de dire mais comment tu as fait concrètement pour faire collaborer ensemble des soignants, des praticiens, on en parlait tout à l'heure de cette logique d'opposition et comment on fait une vraie place à ces praticiens, comment ça s'articule en pratique et pourquoi c'est si difficile finalement sur le terrain de mettre en place ce type de coopération. Alors en fait, merci pour la question. Vous savez que quand on a fait ces études de médecine, on est tous passés en stage dans différents services. Et donc on sait gérer un infarctus, une occlusion intestinale, un accident vasculaire. Mais comme il se passe à l'Institut, quand il y a une femme qui a vécu un inceste, un viol, une violence conjugale, comment vont se parler des nutritionnistes, des psychologues, des réflexologues plantaires qui n'ont jamais eu de cursus commun, soit théorique, soit en pratique. Et c'est vrai qu'on a précarisé nos... Alors moi j'appelle ça les paramédicaux au sens large. Donc tous les non-médecins qui travaillent avec les patients, on les a précarisés en ne les remboursant pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut rembourser tout le monde et toutes les actions. Ça veut dire qu'intégrer chacun dans un parcours de santé cohérent où les uns travaillent avec les autres, c'est ça qui va créer de la valeur. On va donner du temps, le temps c'est de la qualité. Chacun va pouvoir amener des outils, mais surtout avec ce lien thérapeutique, avec cette écoute active, pouvoir mobiliser les ressources de chaque patient. Donc il y a une vraie histoire, c'est que quand quelqu'un rentre dans une équipe, au début, il ne va pas regarder à droite à gauche. Si tu es naturopathe ou tu es sophrologue, tu vas vouloir exercer ton métier au sein d'une institution. Et au bout de quelques mois, tu vas dire, tiens, on a 70% de nos patients qui ont des troubles du sommeil en cancérologie. C'est 2 fois la population. Insomnie, troubles d'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil. Donc, si on ne donnait que des médicaments, de toute façon, 1 fois sur 2, ce n'est pas efficace. Et on a un groupe de travail avec une naturopathe, une sophrologue, une professeure de yoga méditation qui ont montré qu'avec un programme d'accompagnement sur 7 semaines, elle réduisait de plus de 80% les troubles du sommeil, et cela sans médicaments. Mais ça veut dire qu'il faut avoir la maturité de sortir de sa discipline, d'aller regarder ce qui se passe chez les autres,
Et le troisième volet, c'est l'évaluation. Voilà. Nous, on a décidé qu'à partir du moment où la société donnait pas de valeur, c'est qu'elle n'avait pas de chiffres. Donc il fallait qu'on crée cette valeur. Comment aujourd'hui on va pouvoir rembourser? Au lieu de rembourser des antidépresseurs, voilà, à la hauteur de ce que coûtent à la société les antidépresseurs, si vous avez une intervention non médicamenteuse qui fait la même chose, on pourrait la rembourser. C'est un modèle comme un autre. Mais ça veut dire, des excuses, hein, ça veut dire qu'il faut s'évaluer. Il ne faut pas, comme on le voit, alors j'ai rien contre les magnétiseurs, vous savez, je suis très ouvert, toutes les disciplines ont le droit à l'existence à condition qu'elles suivent la démarche scientifique. Observation, hypothèse, expérimentation, conclusion. Donc nous, en fait, on rejette le discours qui consiste à dire j'ai de la magie dans les mains, je peux tout traiter. Quels sont tes outils? Où tu t'intègres dans le parcours? Le patient est au centre, on évalue un parcours complet, on crée de la valeur. Et c'est comme ça qu'on va faire travailler les soignants les uns avec les autres. Est-ce que Antoine, Véronique, Julien, vous pensez que ce qui se passe avec les psychologues, cette reconnaissance tant attendue qu'on appelait de nos voeux, on va pouvoir l'avoir aujourd'hui avec, par exemple, les arts-thérapies et les multiples métiers, avec toutes ces médecines énergétiques? Alors l'acupuncture, c'est spécial, on la réserve aux médecins, mais il y en a tant d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est reproductible ou ça va dépendre du type de discipline? Alors, ce que vient de pointer Alain Toledano est extrêmement important. Pour faire avancer ce débat, il faut quand même avoir des éléments de preuve. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout sur le même plan en disant on va tout rembourser parce que c'est bien de faire des thérapies complémentaires, des interventions non médicamenteuses. Mais là où le bas blesse, c'est que, évidemment, l'industrie pharmaceutique a tout intérêt de développer des tas d'études pour valider ses produits. Et on sait bien, c'est ce qu'on appelle la littérature grise, que quand il y a des résultats négatifs, ils ne sont pas forcément portés à la connaissance du public ou publiés. Et malheureusement, ça c'est un des points, un des leviers majeurs, hein, et ça c'est dans les mains des pouvoirs publics, il n'y a pas d'argent, ou pas encore suffisamment, pour évaluer ces thérapies complémentaires. Donc vous voyez, soit vous dites, bon, il y a un intérêt potentiel, on va évaluer, et pour ça il faut de l'argent, parce qu'il faut bien les payer, ces gens. Faire de la recherche, c'est aussi consacrer du temps à évaluer cette pratique, et ça prend même beaucoup de temps. Donc moi, je fais partie des gens qui sont absolument convaincus que pour faire avancer ce débat, il faut qu'il y ait vraiment des fonds dédiés, alloués à cette recherche sur les interventions non médicamenteuses, parce que les appels à projets recherche sont très compétitifs. Hein, si vous voulez récupérer quelques centaines de milliers d'euros pour évaluer une technique, vous allez être en compétition dans des programmes de recherche sur le nouveau traitement de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, bon, avec des équipes très pointues qui ont l'habitude de proposer et de gagner des appels d'offres, et donc vous risquez d'être recalé. D'autant que le jury peut ne pas croire ou ne pas donner beaucoup de crédit à ces interventions non médicamenteuses. Donc, il se trouve que certains organismes ont passé le pas. Je pense en particulier à l'Institut national contre le cancer, vous voyez, qui a ouvert, parmi son appel à projet recherche, la thématique des interventions non médicamenteuses comme quelque chose d'important et justifiant l'attribution de fonds propres, c'est plusieurs millions d'euros par an, pour évaluer ces thérapeutiques. Moi, il me semble effectivement que si on veut avancer, il y a au moins deux piliers parmi d'autres. Il faut que les professionnels aient une formation de bonne qualité, qu'elle soit universitaire ou pas, mais qu'elle réponde à des standards minimums. Si on prend l'exemple de la sophrologie dont a parlé tout à l'heure Alain et à l'instant Véronique, vous pouvez devenir sophrologue en 2 heures sur Internet avec votre smartphone. À la fin de l'après-midi, vous êtes sophrologue et vous aurez payé 50 € pour votre formation. Et à côté de ça, vous aurez des infirmiers qui ont Bac plus 3, Bac plus 4 et qui vont faire un diplôme de sophrologie de 2 ans, validé pour un diplôme. Le problème, vous voyez, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière ce titre qui n'est pas protégé, comme l'a dit Véronique. Donc, premier pilier, à mon avis, c'est celui de la formation, de la garantie de la formation qui doit être connue du public, et la plupart du temps, elle ne l'est pas. Quand vous allez voir un sophrologue ou un réflexologue, c'est loin d'être le cas, comme ça peut être le cas aux États-Unis, que vous sachiez le cursus
du praticien dans les mains duquel vous êtes. Et l'autre pilier, c'est la recherche, qui à mon avis est un pilier essentiel. Mais il faut essayer par tous les moyens d'obtenir des fonds spécifiques sur ces projets, sur tout ce qui est non médicamenteux. Peut-être en complément, il me semble qu'il y a deux ingrédients qui sont majoritaires dans ce qu'on est en train de parler. Le premier, on en a parlé jusqu'à présent, c'est qu'il faut qu'il y ait des chefs de service et des médecins qui soient tout à fait fer de lance et qui ouvrent des portes. Là, on en a deux à cette tribune, et je le dis sans flagornerie. Objectivement, ils font des choses qui ouvrent des portes, chacun des deux. Et donc, du coup, il faut effectivement qu'il y ait ça. Parce que, en tout cas, dans notre culture, dans notre société, même si la médecine, toute la santé n'appartient pas à la médecine, il n'empêche que la porte pour entrer dans la santé, dans notre société, c'est la médecine et que ça passe par l'université. Notre culture est ainsi, donc il faut des médecins qui soient porteurs. Et peut-être la particularité dans ces approches-là, dont on est en train de parler, c'est qu'il faut aussi des patients qui montrent la voie. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, on est en train de parler de pratiques qui, pour l'essentiel, ont été guidées avant tout par les patients. L'ostéopathie a été pendant très longtemps une histoire de patients qui allaient voir des ostéopathes envers et contre tout et qui ensuite a permis qu'un décret soit présent. La question du magnétisme dont tu parlais tout à l'heure est quelque chose qui existe dans le champ de la santé de façon plus ou moins officielle depuis maintenant plus de 200 ans. La première recherche sur le magnétisme, c'est 1784. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, en fait, la question du magnétisme. Et ce qui va être effectivement intéressant, quand on a des médecins qui ouvrent la voie, quand on a des patients qui poussent en disant « mais moi je pratique telle chose, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire à la fois de la façon dont ça fonctionne? Est-ce que ma situation est une bonne indication par rapport à ça? Je ne suis pas en train de faire une bêtise en allant voir tel praticien ou en faisant appel à telle pratique particulière ?» Et intervient à ce moment-là effectivement le champ de la formation pour dire derrière un intitulé, eh bien voyons comment ça fonctionne. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière le magnétisme, comment ça fonctionne. Bon, je ne vais pas être trop dans les détails là-dessus, mais finalement, quand quelqu'un se dit magnétiseur, quand il y a des barreurs de feu, quand il y a des coupeurs de feu, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui ne fait pas du bien? Voilà. Et que la science puisse aussi dire quelque chose là-dessus. Et en particulier, puisque je parle des barreurs de feu, je vais terminer mon illustration jusqu'au bout. Les barreurs de feu, la science dit ils sont efficaces. Qu'est-ce que dit également la science? Elle dit ils ne sont pas efficaces sur ce qu'on appelle le percept, c'est-à-dire le message douleur qui arrive au cerveau et le cerveau qui comprend qu'il y a un inconfort majeur parce que la douleur est présente. C'est efficace parce que la diminution de la douleur qui va être ressentie va l'être du fait de plein de facteurs que l'on dit non spécifiques, c'est-à-dire la qualité de vie, la qualité de la relation, la façon dont une écoute va être construite, la question du corps et du toucher, du corps également dans le magnétisme. Et donc tout ça va être agissant. Et donc ce n'est pas des pratiques poubelles, c'est-à-dire qu'il faut rejeter sous couvert d'une étiquette, c'est le fait de dire, pour la science, allons voir ce que les patients nous disent qu'il fonctionne, pour voir ce qui fonctionne, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir corriger, pour pouvoir aussi précisément indiquer, faire des indications par rapport à ces pratiques-là. La plupart de ces pratiques dont on est en train de parler, en tout cas une grande partie, ont une tradition orale. C'est-à-dire que depuis le moment où la théorie a existé, et puis de génération après génération, les savoirs se sont distordus. Et donc il y a besoin aussi, je pense par exemple à l'herboristerie, je pense à la phyto, je pense à toute cette dimension-là pour lesquelles il y a une tradition orale qui a indiqué que telle ou telle plante pouvait être bonne pour telle ou telle indication, et puis quand on teste, en fait pas du tout. Ça peut être bon pour des indications, mais pas les indications qui ont été transmises oralement, et donc la science va permettre aussi de pouvoir à la fois redonner des bonnes indications à ces pratiques-là, lorsqu'on les connaît, parfois on ne les connaît pas, parfois on n'a pas encore les outils pour pouvoir le faire, mais aussi de pouvoir les adosser à ce qui reste une médecine conventionnelle. En médecine chinoise, on dit, pour parler de la médecine chinoise, la médecine occidentale, celle que l'on connaît, elle sauve, et la médecine chinoise, elle prend soin. L'idée est de faire les deux avec les pratiques complémentaires, la dimension intégrative, mais l'idée par exemple de la phyto, elle est de dire, c'est pas parce que la phyto, ce ne sont que des plantes, que c'est inoffensif. Et donc, du coup, la science est aussi là pour dire, par rapport aux pratiques qui sont plus conventionnelles, les situations de cancer ou autres, est-ce que finalement, pour la personne qui pense bien faire en prenant telle ou telle plante, telle ou telle, qui va voir tel ou tel praticien, est-ce que finalement, elle n'est pas en train de faire une bêtise par rapport à d'autres prises en charge thérapeutiques plus traditionnelles qui sont faites?
et d'avoir, je reboucle ma boucle, et d'avoir précisément des médecins en phase 2 qui soient suffisamment ouverts pour qu'il puisse y avoir ce dialogue-là. C'était en disant, docteur, moi j'aimerais bien prendre ça à côté, ou j'aimerais bien aller voir tel praticien à côté, qu'est-ce que vous en pensez? Et là on a effectivement cette boucle, patient, médecin, recherche, patient plus médecin, et d'avoir justement cet accompagnement dont on parlait tout à l'heure. L'enjeu, il est là, en fait, de cette pratique. Je réouvre ta superbe boucle, Antoine, parce que du coup, ça m'amène à un constat et à une réflexion et une question très pragmatique. Aujourd'hui, le constat, c'est que ces pratiques, elles sont intégrées dans le milieu sanitaire, médico-social, mais il n'y a pas de critères d'intégration. Ce qui fait que dans un CHU, on peut trouver certaines pratiques, dans un autre hôpital, on en trouvera d'autres, qu'on n'est pas forcément toujours au fait des formations, etc. Et la question... Alors oui, pardon, je rebondis, on a fait une étude à travers notre dernier rapport à la MCA sur 42 centres sanitaires et on a répertorié toutes les pratiques qui pouvaient être insérées. Je crois qu'il y en avait 268 sur les 42 centres sanitaires et parmi lesquels des pratiques qui n'avaient aucune assise, peu, mais quand même, aucune assise scientifique, aucune assise en termes de formation. La chiropraxie, par exemple, qui est réglementée, on l'a retrouvée dans 0 centre. Donc, c'était intéressant en termes de données. Et le fond de ma question, finalement, est la suivante. C'est quels seraient, de manière pragmatique, ces critères d'intégration? Est-ce que ce doit être ceux de la science, de l'évaluation? Mais à ce moment-là, on a quelques années devant nous. Est-ce que ce doit être ceux de la formation? Concrètement et à date, avec les limites qui sont les nôtres, notamment si on reprend le cas de la sophro, parce que c'est intéressant, il y a des normes de formation qui émergent, il n'y a pas d'évaluation. Comment on fait pour déterminer finalement des critères d'intégration ici et maintenant? Et je rebondis juste pour terminer sur cette notion aussi d'intervention et d'articulation avec les professionnels de santé, notamment Antoine, l'articulation entre intervention bien-être, intervention thérapeutique. Voilà, comment concrètement aujourd'hui, si on veut mettre en place ces pratiques, comment on le fait de manière sécurisée, adaptée et de qualité, en fait, de manière qualitative? Alors on se lance, hein, parce que c'est vrai que c'est complexe. Donc on parle de médecine complémentaire. Qu'est-ce que c'est que la médecine? Alors la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et tous les moyens qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter les maladies, les blessures et les infirmités. Ça veut dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. C'est vrai que lorsque vous remboursez aujourd'hui une consultation médicale où on n'a pas dit bonjour au patient et on lui a prescrit un médicament qu'on va mettre à la poubelle, on a galvaudé le sens noble de la médecine. Donc il faut qu'on se pose la question sur ce que sont nos médecines. Ces médecines complémentaires, elles vont être intéressantes si elles apportent bénéfice aux patients. Il ne faut pas qu'on recrée, disons qu'on a 55 spécialités médicales, aujourd'hui on est le pays d'Europe où il y en a le plus, il ne faut pas qu'on en crée 55 autres pour qu'on en ait trop et qu'on crée des systèmes exclusifs faits en silo. À partir du moment où on intègre les différentes disciplines, les moyens techniques et les connaissances au niveau d'un parcours du patient, centré sur le patient et que ça lui apporte un bénéfice, alors on peut reconnaître la valeur pour la société, pour le patient. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un raisonnement aussi quantifié sur la valeur d'un parcours patient. Si le patient il a besoin d'un temps d'écoute, allez, on crée un modèle de 3 heures minimum pour exorciser un traumatisme, qu'il le fasse avec un professionnel formé en sophrologie de bonne qualité humaine, intégré à une équipe, ou un professionnel en psychologie. Alors bien sûr qu'il y a des thématiques où l'un ou l'autre vont avoir des outils que l'autre n'ont pas, mais il faut qu'on valorise aussi le temps passé avec le patient, le temps c'est de la qualité, et le sujet c'est de valoriser le parcours patient. C'est-à-dire que chaque patient puisse avoir accès à un certain temps avec des soignants. L'expérience montre, quand on prend en charge des maladies métastatiques, qu'il y a des patients qui, sur 3 ans ou 4 ans, où on a mis 100 à 200 000 euros de médicaments, n'ont pas eu, mis bout à bout, plus de 50 minutes de vraie discussion pour comprendre ce pourquoi ils sont traités. Donc je pense que le temps, ça doit avoir de la valeur, que la qualité de la prise en charge centrée sur le patient, ça doit avoir de la valeur. Et si on veut chercher comment les financer, on a à budget constant ou en faisant des économies avec le numérique, on a à récupérer des sous du gaspillage qu'on fait par ailleurs dans les médicaments ou dans la redondance des examens ou avec le numérique qui nous fera économiser au moins 10% de nos budgets. Et il y a une start-up ici qui a un logiciel qui va chercher dans la littérature les publications sur les interventions non médicamenteuses. Donc je viens d'apprendre tout à l'heure en me baladant qu'il y avait eu 300 000 études en cancérologie sur les interventions non médicamenteuses. J'en ai pas forcément appris moi-même, mais c'est assez intéressant de voir comment le numérique, les outils nouveaux, vont aussi réformer nos connaissances pour nous transformer.
Je vois qu'il reste que 6 minutes, donc peut-être laisser la parole du coup à Julien et à Antoine pour voir. Oui. Alors, je ne veux pas ramener tout à l'argent, mais pour répondre à Véronique, tout dépend aussi du site dans lequel vous souhaitez promouvoir vos interventions non médicamenteuses. À l'hôpital public, déjà, en principe, doivent intervenir de façon prioritaire, sinon exclusive, des professionnels de santé. C'est-à-dire que moi, si je veux recruter quelqu'un qui fait de la sophrologie ou de l'hypnose dans mon service douleurs, soins palliatifs, je vais devoir en fait recruter une infirmière ou un psychologue, quelqu'un qui est professionnel de santé, même si les psychologues ont un statut un petit peu à part. Donc c'est assez subtil. Et puis l'hôpital a besoin de vivre, le système, le financement et du point de vue de beaucoup de praticiens, médecins ou non médecins, certainement à revoir. Alain a proposé des pistes effectivement de transfert de budget parce qu'il y a beaucoup d'argent gâché, mais c'est des histoires de choix. Donc si vous faites intervenir un praticien non médecin en consultation externe à l'hôpital, déjà c'est pas possible réglementairement, et l'hôpital ne gagnera pas d'argent alors qu'il devra en débourser. Donc l'hôpital aujourd'hui, tel que c'est conçu, c'est un hôpital qui est entreprise. Donc voilà, il y a toujours la question de qu'est-ce que vous rapportez quand vous allez voir un décideur. Alain a la chance d'être à la fois médecin et décideur. Moi, je n'ai pas cette chance, si je peux dire. Et donc voilà, on doit à chaque fois qu'on a un projet montrer que le projet, à tout le moins, est rentable. Même parfois, il doit être beaucoup plus rentable en soi-même pour pouvoir apporter de l'argent pour financer d'autres projets qui ne le sont pas. Donc voilà, on ne peut pas parler de toutes ces interventions sans poser la question, encore une fois, de la façon de les financer, notamment dans le public. Parce que si on ne résout pas ce sujet-là, on est bloqué. Moi, je ne peux pas recruter dans mon service actuellement un praticien non médecin pour faire des actes internes ni externes. Probablement que dans ces affaires, puisqu'on parle de chronicité, on parle en fait bien sûr d'un corps qui va être l'objet à la fois de cette identité qui va varier chez le patient. C'est le corps également qui va être l'objet des soins, donc il appartient aussi un peu à la médecine. C'est voilà, tout un ensemble de choses. Et puis il y a des notions qui sont plus compliquées également à entendre. Je pense notamment à quelque chose qui a été très important les 2 années qui viennent de s'écouler, c'est la notion d'incertitude. Quand on parle de chronicité, on parle aussi d'un patient pour lesquels la notion d'incertitude, la place de l'incertitude, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que va devenir ma maladie, à quel point est-ce qu'elle va être dégénérative ou pas, quel va être le devenir des traitements, comment les choses vont évoluer, comment ma vie relationnelle et familiale va évoluer. Cette place de l'incertitude, la question du corps, la question de l'identité, la question des émotions sont extrêmement chamboulées. Et on parle effectivement, comme vous l'avez entendu, on parle de pratiques qui sont des pratiques traditionnelles, certaines ancestrales. Ça va également jusqu'à un champ qui est beaucoup plus medtech, c'est-à-dire, je pense à la réalité virtuelle en particulier. Ce sont des champs qui attirent aussi pas mal les fantasmes et les croyances. C'est-à-dire, on a cité la dimension du magnétisme, on a cité les ostéopathies, parce qu'il y a aussi beaucoup de théories derrière les pratiques d'ostéopathie. On peut parler évidemment de la réalité virtuelle, des peurs que cela suscite, et l'importance effectivement de la science, de façon à pouvoir précisément dire ce qui est de l'ordre de la croyance, de ce qui est de l'ordre de la réalité, de ce qui peut être une bonne indication d'une mauvaise indication, mais au sein de plateformes qui soient des plateformes humaines dans lesquelles tout le monde, y compris le patient, puisse avoir sa voix et sa place pour pouvoir précisément penser et arriver à construire une prise en charge qui soit adaptée. Et la médecine finalement de demain, dont vous avez compris que ce qui nous unit en particulier, c'est de penser que ces pratiques complémentaires, cette médecine que l'on dit intégrative, est une médecine qui précisément est la médecine de demain, puisqu'elle va intégrer, on l'espère en tout cas, l'ensemble de ces dispositifs. On prône en fait pour qu'il y ait vraiment des espaces et des plateformes qui soient des espaces et des plateformes de discussion. Quand on parle de temps d'entretien, etc., c'est-à-dire des temps d'échange en fait. Pour ma part, je considère que le patient n'a pas à être au centre des choses, parce que quand on est au centre des choses, tout le monde nous regarde comme une bête curieuse tout à fait autour. On est dans la cage et on est au centre des choses, mais à l'intérieur d'une cage. Donc l'idée est plutôt d'arriver à avoir une plateforme dans laquelle finalement tout le monde ait sa voix au sein d'un dispositif qui intègre à la fois la formation, à la fois l'évaluation, dans des pratiques qui soient des pratiques ouvertes,
au sein d'une colonne vertébrale qui reste la médecine conventionnelle. Je pense qu'il y a une dimension culturelle également. Juste un exemple, tout à l'heure, Véronique citait la chiropraxie. On a quoi en France? 37 ou 38 chiropracteurs qui sont présents. C'est la deuxième ou troisième profession paramédicale aux États-Unis. Et pendant longtemps, les chiropracteurs ont été la première profession paramédicale aux États-Unis. Donc il y a des aspects culturels qui interviennent aussi. Et dans notre culture, la médecine conventionnelle est la colonne vertébrale. Je pense qu'il y a effectivement ce phare-là qui est à respecter, mais une colonne vertébrale qui sait aussi être peut-être un peu plus souple dans les mouvements actuels et qui sait aussi intégrer d'autres mouvements. Alors, puisqu'on parle de culture et de financement, avant de donner la parole au public, donc vous avez culturellement une histoire qui est la prévention. 40% des cancers sont évitables. Donc ça fait 150 000 par an en France. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Vous savez qu'un accident vasculaire cérébral, c'est 1 million d'euros de coût pour la société. Mais on met moins de 3% de nos budgets à la prévention. Donc en changeant de culture, on peut trouver des financements. Mais ça veut dire qu'il va falloir intégrer une autre culture, c'est la culture de la prévention. Et la médecine de la maladie telle qu'elle est construite n'est pas la vision de la santé dans ce qu'elle peut intégrer comme visée préventive. Est-ce qu'il y a deux questions brûlantes dans la salle? Participation. Voilà. Je vous donne le micro. Je voudrais tous vous inviter à des travaux pratiques sur les thérapies complémentaires, un congrès qui se tiendra à Nancy les 15 et 16 novembre prochains avec pour thème « Comment bien vieillir ». Ce congrès est organisé par le GEDCOP. Qu'est-ce que le GEDCOP? Il y a 25 ans, à la faculté de médecine de Nancy, au CHU de Nancy, nous avons créé le premier embryon de centre de santé intégré. Tous les chefs de service étaient impliqués et le maire de la ville, le docteur Rossino, qui était donc un médecin, nous a cassé le cou en mettant son veto car il craignait qu'on porte préjudice à la résurrection du thermalisme à Nancy. Les sondages ont été faits et dès l'an prochain, le thermalisme va fonctionner à Nancy. Ceci étant, j'avais créé un groupe de gastro-entérologues libéraux, le CREG, et il y a 15 ans, j'ai créé au sein du CREG la commission des thérapies complémentaires personnalisées et des pratiques innovantes. Et c'est cet embryon qui m'a permis de créer une revue, la revue Hegel, qui au départ voulait dire hépato-gastro-entérologie libérale, vite transformée en Hegel, le nom du philosophe allemand Hegel pensé par soi-même. M. Toledano y a publié, Véronique Suissa y a publié, et en 2015, nous avons créé le GEDCOP, groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées et pratiques innovantes. Premier congrès en 2016, vous y étiez. Deuxième congrès, on l'a fait sur la réflexothérapie. Troisième sur les troubles du sommeil. Quatrième sur les lombalgies. Et donc, en novembre prochain, je vous invite tous à l'évaluation des thérapies complémentaires. Merci pour cette sur invitation. Les troubles du sommeil. Merci. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions? Et ils financent les déplacements. Hein, d'accord, donc ceux qui veulent s'inscrire, vous avez les billets de train gratuitement à la fin. Et c'est bravo. Merci. Non, mais c'est pour dire, le partage des valeurs existe. Il y a plein d'initiatives en France, partout sur le territoire. Tout le monde a compris qu'il manquait des financements, mais pas que. Organiser les enseignements, les formations, être crédible pour que la solidarité puisse s'y mettre au moment où les financements arrivent. Et c'est vrai qu'on a des pionniers dans plusieurs régions de France qui ont montré des initiatives qui commencent à grandir. Et une dernière question, pas de 10 minutes. Hein. Oui, bonjour Lucas Pérez. On parle depuis de plusieurs années du paradigme préventif et du paradigme curatif. Comment fait-on pour révolutionner tout ça? Est-ce que la question, peut-être plus que la question financière, n'est pas une question culturelle? Et je prendrai l'exemple des pays scandinaves notamment, où la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, est bien plus importante qu'en France. Oui, en fait, c'est une question de logiciel aussi. Hein. Vous savez, si vous apprenez votre médecine en disant quels sont les symptômes, on les rassemble, ça fait des syndromes. Il y a des maladies, il y a des diagnostics différentiels, quel examen complémentaire, quel traitement. Donc c'est comme ça qu'on a appris la médecine. Effectivement, c'est une autre culture, une autre formation. Peut-être, alors c'est une différence de point de vue. Moi je le situe plutôt du côté de l'éducation en fait.
Il me semble que, alors l'éducation bien sûr en lien avec la culture, mais il me semble que la prévention et son importance que vous venez de souligner est en fait l'affaire de tous, c'est-à-dire très tôt où chacun doit être sensibilisé à la façon dont sa santé peut être gérée autrement que est-ce que j'ai besoin du médecin ou pas besoin du médecin. Ensuite, la difficulté dans laquelle on se trouve actuellement, je vais vous donner un exemple concret, c'est peut-être vous avez vu passer il n'y a pas longtemps un groupement qui souhaitait interdire la méditation pleine conscience, la pratique auprès des enfants, une tribune dans Le Monde qui voulait interdire l'interdiction de, etc. Là où c'était, on m'avait proposé en fait de signer la tribune, j'ai refusé pour une raison simple, je suis contre le fait d'interdire, ça c'est clair. Par contre, ce qui me semblait un peu compliqué, c'était que la façon que l'on a encore d'envisager ces pratiques dont on est en train de parler dans le champ de la prévention reste très très en lien avec le thérapeutique. Et en particulier, les études sur lesquelles s'appuyait cette lettre ouverte étaient des études dans le champ du thérapeutique, c'est-à-dire la façon dont la méditation pleine conscience pouvait aider des malades à aller mieux. Et ça ne suffit pas pour pouvoir finalement proposer que la méditation pleine conscience est un espace au sein du système éducatif de façon à sensibiliser autrement les enfants à la question des émotions. Et donc pour ma part, c'est vrai que, en étant enseignant en plus, enseignant-chercheur, c'est vrai que j'accorde beaucoup de crédit à la question de l'éducation, une sensibilisation très très tôt à la question de la santé au sens large. Évidemment, ces pratiques, pour moi, elles sont absolument prioritaires. La difficulté, et c'est là où je rejoins la question de la culture, c'est que dans notre culture encore, ces méthodes dont on parle, c'est souvent on-off, ça fonctionne pas, dans le champ du thérapeutique ou pas dans le champ du thérapeutique. Et donc, on a du mal, y compris, à les penser en amont, autrement comme étant des régulateurs lorsque la santé se casse, ou même prévention en santé voudrait dire qu'on est déjà dans la perspective que quelque chose pourrait aller mal. Or, on peut aussi penser sa santé en dehors de la maladie n'étant même que l'exception. Et donc, il paraît les sociologues nous disent qu'il faut 30 ans pour changer les pratiques. Julien va, avant que Julien conclue, juste pour dire que juste après, on a une session, on a notre chef Thierry Marx ici présent, où on va parler alimentation, nutriments, microbiote, la santé commence dans l'assiette. Donc c'est une bonne manière de faire la transition vers la prévention. Vous venez de la session d'après, vous, j'étais sûr. Donc on va demander à Julien de conclure notre session et ensuite on pourra applaudir cette session qui nous a permis de poser les jalons d'une santé intégrative où tout le monde a sa place. Julien, je t'en prie. Merci. Alors, juste un petit clin d'œil pour votre question par rapport à la recherche. Si vous faites de la prévention primaire sur l'impact de l'entretien physique chez les étudiants, les élèves en CP pour l'arrivée des infarctus à l'âge de 40 ans, forcément le programme de recherche longitudinale est très compliqué. Bon, c'était un clin d'œil. Donc voilà, si Alain me donne la parole pour conclure. On dit souvent dans notre milieu que les patients ont beaucoup plus de poids que les professionnels de santé du côté du politique. Et je suis convaincu que dans la culture de la prévention, dans la culture de toutes ces interventions non médicamenteuses, ou comme l'a très justement souligné Antoine, il y a aussi la question de l'autonomie du patient, du fait qu'il puisse s'investir et de ne pas être passif vis-à-vis de son problème de santé, ce qui est évidemment essentiel. Et vous voyez bien qu'il s'agit pas du tout d'être dans le médical ou pas médical, il y a aussi dans le trépied, hein, il y a le professionnel, il y a le patient, mais il y a le patient acteur qui comprend, qui est éclairé, qui sait, encore une fois, les diplômes de ceux vers lesquels il se tourne et qui, aidé des professionnels qui l'accompagnent, participe de façon décisive à sa propre santé. Et ça change tout. Donc ma conclusion, ce serait, puisqu'il y a différentes petites rivières qui vont dans un sens commun pour essayer de, j'espère, faire un fleuve. Il y a les initiatives des uns et des autres. Il y a cette universitarisation dont on a parlé. Il y a des perspectives de recherche. Eh bien, il me semble qu'il faut maintenant influencer le politique pour qu'il y ait de l'argent qui soit consacré à l'évaluation, à l'évaluation y compris scientifique, à des projets de recherche spécifiquement dédiés. Et ça, à mon avis, c'est les associations de patients et c'est les patients, les usagers qui l'emporteront et ce n'est pas les professionnels de santé. Merci, on peut applaudir. Merci à vous tous. Alors, on va accueillir notre prochaine table ronde, le temps qu'elle s'installe. Ça promet d'être passionnant si vous voulez rester.